Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques historiques. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps jusqu'à la royauté pour parler d'un roi qu'on peut un peu considérer comme le vilain petit canard. En effet, vous l'aurez peut-être compris, on va parler de Louis XVI. Alors avant, générique. Le 23 août 1754 naît Louis-Auguste de France. Il se marie en 1770 avec Marie-Antoinette d'Autriche, plus connue sous le nom de Toinette. Ou tu sors ou je te somme, mais faut en prendre une décision. Le 20 décembre 1765, Louis-Auguste de France devient le dauphin du royaume de France. Cela signifie tout simplement que, à la mort du roi qui va exister, c'est lui qui aura la priorité sur le trône. Et c'est le 10 mai 1774 que Louis-Auguste de France prend le trône de France après la mort de son grand-père, devenant ainsi roi à l'âge de 19 ans. Et il est mort à Paris le 21 janvier 1793. Voilà pour sa biographie. Et toi, refais plus jamais de blagues comme ça. Louis veut être un bon roi, d'ailleurs on le jugeait trop sensible pour gouverner. C'est un roi qui est charitable, la preuve. Il va même chez les familles les plus pauvres de Versailles. Il n'y a que Henri IV qui faisait cela avant. Et ça la montre très bien, c'est un point très important pour montrer que c'est un roi qui se veut proche du peuple, qui va être aimé du peuple. Il visite en 1780, en incognito, l'Hôtel Dieu, où les malades dorment à 3 ou 4 par lit. Il en ressort en pleurs et prend la décision de financer personnellement la création de nouveaux dortoirs. Ce mec finance des nouveaux lits. Là où je connais certains qui diraient « Salut ma gueule, je te serre la main et je te dis bonne chance. Allez, salut !» Sacré François. Louis XVI veut tout simplement aider son prochain, ce qui est très différent des autres rois qui étaient là avant lui. Il prend plusieurs mesures sociales pour pouvoir aider la population et fait même un impôt sur la redistribution, ce qui est, on peut dire, une première à l'époque. Pendant l'hiver 1783, c'est 3 millions de livres qui vont être redistribués aux pauvres. À Paris est fait pour lui une statue de neige où il est écrit « Notre amour pour lui nous réchauffe. Louis XVI arrive donc au pouvoir, mais c'est la dèche. En effet, le pays a des difficultés au niveau financier et des spéculations boursières. Donc pour faire bref, En gros, c'est la merde. Les caisses de l'État sont vides, mais notre petit Louis, il veut être un roi différent de ceux d'avant. il connaît la situation du tiers-état. Mais le problème, c'est que le peuple ne veut plus de roi. Ils n'ont plus confiance en leurs dirigeants depuis un certain Louis XIV. Louis, pour redresser le pays et avoir de nouveau la confiance du peuple, va mettre en place des réformes avec ses ministres qui auront plus ou moins de succès. Il crée donc les fameux cahiers de doléances que vous devez tous connaître, qui étaient des cahiers qui permettaient de récolter les plaintes des Français pour pouvoir, on va dire, chercher ce qui va pas et améliorer les choses. Ils sont apportés par les dirigeants du tiers-état, de la noblesse et du clergé, et tout le monde va se réunir autour de la table pour pouvoir ranger les choses. Même si pour briser un mythe, il n'y a que très peu de paysans qui ont participé à ces cahiers de doléances. Quand on parlait du tiers-état à l'époque, on parlait surtout des bourgeois. Les paysans, même le tiers-état, on va dire, les laisser tomber. Ouais, en gros, ils étaient au fond de la merde, quoi. Au final, dans ces réformes, il va s'attirer la haine de certains nobles en raison de la volonté d'un impôt redistributeur. Mais malgré sa volonté d'être bon, il enchaîne les galères, il enchaîne les bourdes sur les bourdes, ce qui fait qu'il peut avoir toute la volonté du monde. La situation économique ne s'améliore pas, elle empire, et le peuple ne commence plus à avoir trop confiance en lui. Elle est finie la belle époque là où on mettait des statues de neige pour lui dans la ville. Le gars est pas méchant, mais juste nul. Et quand c'est pas lui et ses ministres, c'est sa femme, Marie-Antoinette, qui est très mal vue du peuple. La première dame de France, effectivement, elle claque des sommes astronomiques dans les jeux d'argent, alors que le peuple meurt de faim. Elle est soupçonnée d'adultère, elle fait des caprices d'enfants, elle fait des orgies, elle fait le café, elle fait... Non, le café, je déconne. Elle fait tout ce que tu veux. Et on dit carrément qu'elle a une pièce pour elle tapissée de diamants. De diamants. De diamants, merde! Mais son mari a peur des conflits et n'ose rien lui dire. C'est la définition de ce qu'on appellerait aujourd'hui le petit toutou bien sale. Le pire, c'est l'affaire du collier de la reine. Alors cette affaire c'est quoi? Oui, car la reine s'est fait escroquer par la comtesse de la Motte. En résumé, elle dit au cardinal de Rohan que la reine l'attend pour un rendez-vous dans une pièce. Sauf qu'à l'arrivée, c'est pas la reine. Mais la reine n'est pas la reine, et ils ne s'en rendent pas compte. Et l'impostrice demande au comte de la reine un collier de 1 600 000 livres. Donc le cardinal achète le collier au crédit de Marie-Toinette, mais le problème c'est que c'est pas elle qui l'a à l'arrivée, et que du coup ce qu'on l'a donné à l'impostrice.
Ensuite, les mecs voyant l'argent qui n'arrive pas, eh ben ils se demandent comment ça se passe. Et là, la famille royale découvre la supercherie. Du coup, Rohan débarque en prison. Bah pourquoi toi? J'ai tué un gosse, et toi? Moi je suis juste con en fait. Ouais ou pas, parce qu'au final, bah, il est complètement acquitté, et ça a complètement décrédibilisé le pouvoir en place. Plus de prestige, dommage. Du coup, révolution. Si on n'a pas Mais ferme ta gueule! On connaît l'issue de l'histoire, Louis perd et il doit s'adapter pour pouvoir gouverner avec une assemblée nationale, mais... Il tente de s'évader à Varennes, mais il se fait choper à la frontière à cause d'un tavernier qu'il a reconnu grâce à une pièce de monnaie à son effigie. Ce qui va continuer à le ridiculiser. Puis il subit son procès. Et qu'on lui coupe la tête. Au final, bah, Louis XVI a tout simplement subi pour tous les siècles d'oppression du peuple, alors que c'est un roi qui, dans un sens, était l'un des meilleurs de son temps. Là, grave, je sais pas quoi dire, mais il y a aucune morale à ça. Ouais, on a qu'à dire que quand tu veux être gentil, vérifie que t'es pas trop con avant. C'était la morale du chroniqueur. Oh, tu peux t'abonner, mettre un j'aime, un commentaire et un skate sur une citation dans Louis XVI au moment de l'annonce de son verdict et de son procès. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Ok, maintenant ferme ta gueule. À la prochaine pour les chroniques historiques. Allez, ciao! Je suis un gosse, et toi? Oh, je la fais en Stallone. Stallone, j'ai tué un gosse, et toi? Adrien! J'ai tué un gosse, et toi? J'ai tué un gosse, et toi, là? J'ai tué un gosse, et toi?